Il changeait simplement le câblage dans une ancienne aile de l'école et s'apprêtait déjà à refermer le mur lorsqu'il remarqua une étrange ouverture, absente de tous les plans du bâtiment. Ce qui se cachait derrière les couches de béton et de briques était si terrifiant qu'il cria et se précipita pour appeler la police. Abonnez-vous à la chaîne et dites dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Ethan Brooks resta longtemps immobile, les mains vides, comme s'il avait laissé quelque chose d'essentiel dans la voiture sans parvenir à se rappeler quoi. Devant lui, la maison de sa grand-mère se dressait avec une retenue presque honteuse, tassée par les années, comme si le temps l'avait prise par les épaules pour la pousser doucement vers le sol. La lumière du soleil filtrait à travers les branches clairsemées du vieux érable et tremblait sur le perron délavé, sur les volets écaillés, sur le bardage assombri par l'humidité et l'âge. Tout semblait plus petit que dans ses souvenirs, non parce que la maison avait réellement rétréci, mais parce que la mémoire, elle, avait grandi et gonflé les volumes d'autrefois. Le jardin était envahi de mauvaises herbes, des touffes épaisses repoussaient la fine allée de gravier, les buissons s'étaient étirés jusqu'à la clôture de grillage rouillé qui ne retenait plus rien. La boîte aux lettres penchait de côté, et le nom de sa grand-mère, autrefois tracé avec soin, se lisait à peine, mangé par la rouille et le soleil. 3 semaines s'étaient écoulées depuis sa mort, et pourtant, le chagrin ne s'était pas déplacé d'1 millimètre en lui. Il lui restait coincé dans la gorge comme un nœud sec, douloureux, qu'aucune respiration profonde ne parvenait à défaire. Il avait arrivé trop tard, comme toujours. Trop tard pour les conversations reportées, trop tard pour les visites promises, trop tard même pour les silences qu'il aurait dû partager avec elle. Le travail, les crédits, cette habitude de vivre à distance qu'il avait cultivée pendant près de 10 ans en se cachant derrière la fatigue et les obligations, tout cela se retournait maintenant contre lui avec une cruauté tranquille. Après la mort de ses parents, il était resté seul, et sa grand-mère l'avait élevé comme elle savait le faire, sans effusion ni grande parole, avec une affection qui se manifestait par des règles, par un ordre strict, par une attention constante à ce qui devait rester à sa place. La maison était une forteresse, et cette forteresse reposait sur un interdit plus fort que tous les autres. La chambre de sa grand-mère était une zone close, et le miroir accroché au mur du fond, un objet qu'il ne fallait jamais toucher. Il se souvenait de l'avertissement comme s'il avait été prononcé la veille. Ne pas entrer, ne pas s'approcher, ne pas poser de questions. Enfant, il avait obéi sans comprendre, non par peur d'une punition, mais à cause de ce qu'il voyait dans son regard lorsqu'il se rapprochait trop. Ce n'était ni un caprice, ni une simple sévérité. Il y avait là une tension sourde, une inquiétude presque visible, comme si quelque chose d'invisible pouvait se produire au moindre faux pas. Aujourd'hui, la maison lui appartenait. Les clés étaient dans sa poche, et avec elles, une responsabilité lourde et silencieuse. Il monta sur le perron. Les planches gémirent sous son poids, et ce son familier le frappa plus fort qu'il ne l'aurait cru, comme si la maison protestait d'être réveillée après un long sommeil. À l'intérieur, l'air sentait la poussière, le bois ancien, et cette odeur subtile et reconnaissable de lavande qui lui rappela instantanément les foulards de sa grand-mère. Les rideaux étaient tirés et la lumière entrait en bande pâle, se déposant sur les meubles comme un voile fatigué. Sur la cheminée, des cadres alignés formaient une chronologie figée. Il s'y vit enfant, un ballon sous le bras, puis ses parents souriant au bord de la rivière cet été-là, avant l'accident que l'on avait toujours décrit comme une tragédie absurde et soudaine. Il passa le doigt sur une vitre, effaça une couche de poussière et sentit son cœur se serrer. Il se demanda combien de fois elle avait regardé ses photos, seule, tard le soir, quand la maison se repliait sur ses propres souvenirs. La cuisine n'avait presque pas changé. Le linoléum était fissuré, les placards bruns portaient des traces d'usure, et le réfrigérateur était couvert d'aimants provenant de magasins qui avaient fermé depuis longtemps. Dans sa vieille chambre, tout était resté en place, comme s'il était parti la veille. Les posters, les livres, le lit soigneusement fait. Cette préservation ne le rassura pas. Elle lui fit peur, parce qu'elle disait à quel point on l'avait attendu, jour après jour, sans jamais déplacer ce qui lui appartenait. Au bout du couloir, la porte de la chambre de sa grand-mère était entr'ouverte. Ethan s'arrêta net. Un réflexe ancien se réveilla en lui, une sensation presque enfantine, comme s'il allait être surpris à commettre une faute.
Il resta là quelques secondes, immobile, persuadé que la porte allait s'ouvrir davantage et que sa grand-mère apparaîtrait pour tout remettre à sa place d'un simple regard. Mais il n'y avait que le silence. Il poussa la porte. La pièce baignait dans une pénombre fraîche. Le lit était fait, la table de nuit portait une Bible, des lunettes soigneusement pliées et un flacon de médicaments. Tout donnait l'impression qu'elle était sortie un instant et qu'elle allait revenir. Et puis, il vit le miroir, haut, rectangulaire, encadré de bois sombre, finement sculpté. Il semblait trop ancien pour cette maison modeste. Le verre reflétait la pièce avec une clarté presque agressive. En s'approchant, Ethan remarqua quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Le miroir n'était pas simplement accroché. Il était fixé au mur par de gros boulons, comme si on avait voulu empêcher qu'il bouge. Il tenta de se rassurer par des explications pratiques. De vieux murs, des rénovations maladroites, des installations électriques douteuses. Pourtant, une image lui revint. Sa grand-mère passant devant le miroir, jetant un coup d'œil rapide, comme pour vérifier qu'il était toujours là, toujours intact. Cette pensée le troubla plus qu'il ne l'aurait admis. Il avait des dettes, un avenir incertain, et cette maison devait être réparée puis vendue. Il se répéta que le passé était derrière lui, que la maison n'était qu'un bien matériel, et que le miroir n'était qu'un objet. Dans l'après-midi, une voisine s'approcha alors qu'il se tenait sur le perron. Elle connaissait sa grand-mère depuis des décennies. Elle lui adressa des condoléances sincères, mais son regard glissait sans cesse vers les fenêtres de la maison, comme si elle craignait de leur tourner le dos. Elle lui demanda s'il comptait rester longtemps. La question n'avait rien de banal. Elle semblait chargée d'une inquiétude qu'elle ne formula pas. Lorsqu'elle partit, elle ne lui souhaita pas bonne chance. Elle lui souhaita d'être prudent. La nuit tomba lentement. Ethan s'assit dans le salon, écoutant les craquements de la maison qui se contractaient avec le froid. Le silence lui parut trop dense, trop présent, comme s'il observait chacun de ses gestes. Il faillit s'endormir lorsqu'il crut entendre des pas dans le couloir. Il se leva d'un bond, retint son souffle, puis se força à sourire de lui-même. Ce n'était que le bois, se dit-il. Pourtant, le sentiment d'attente ne le quitta pas. Le lendemain matin, il prit sa décision. Il commencerait les réparations par la chambre de sa grand-mère. Il savait qu'en faisant cela, il franchissait une frontière invisible, mais il n'avait plus le luxe de reculer. Il apporta ses outils, entr'ouvrit les rideaux pour laisser entrer la lumière. La poussière se mit à danser dans l'air. Le miroir lui renvoyait son reflet avec une insistance étrange. Il posa la main sur le premier boulon et hésita. Chaque geste lui donnait l'impression de rompre un serment qu'il n'avait jamais prononcé. Lorsqu'il tourna enfin l'outil, le métal grinça et le son résonna dans le mur comme un avertissement étouffé. Il continua pourtant, un boulon après l'autre. Quand le dernier tomba au sol, le miroir bascula légèrement. Ethan le retint, le posa avec précaution, et une vieille poussière s'éleva, comme si la pièce expirait après avoir retenu son souffle pendant des années. Derrière le miroir, il n'y avait pas un mur ordinaire. La surface était plus lisse, d'une teinte différente, et un contour rectangulaire se dessinait clairement. Il passa les doigts le long d'un joint presque invisible et sentit un frisson lui parcourir les bras. Ce n'était pas une simple anomalie de construction. Quelque chose se cachait là. À cet instant précis, Ethan comprit que l'interdit de son enfance n'avait jamais été une superstition ni une lubie. C'était une protection. Et en retirant ce miroir, il venait d'ouvrir une porte qui ne donnait pas seulement sur un espace caché de la maison, mais sur une vérité que sa grand-mère avait gardée enfouie pendant toute sa vie. Ethan resta un moment immobile devant le mur mis à nu, la main encore posée sur le joint presque invisible qui dessinait un rectangle trop régulier pour être un hasard. Le silence de la chambre lui parut soudain plus épais, comme si la maison avait cessé de respirer pour écouter ce qu'il allait faire. Il sentit la tentation de reculer, de replacer le miroir, de prétendre qu'il n'avait rien vu, mais cette idée se dissipa aussitôt. Quelque chose avait été caché là avec soin et constance, et il était désormais impossible de l'ignorer. Il se rappela le regard inquiet de la voisine, les coups d'œil furtifs de sa grand-mère, l'interdit prononcé sans explication. Tout convergeait vers ce point précis du mur. Il alla chercher une lampe torche et un petit couteau, revint dans la chambre et se mit à gratter la peinture autour de ce qui ressemblait à un mécanisme dissimulé. La couche était épaisse, appliquée à plusieurs reprises, comme si l'on avait voulu effacer toute trace d'intervention.
Sous la peinture, le métal apparut froid et légèrement brillant. Ce n'était pas un vieux verrou rouillé oublié depuis des décennies, mais un dispositif entretenu, huilé, qui avait été manipulé régulièrement. Cette constatation lui fit monter un frisson le long de l'échine. Sa grand-mère avait donc utilisé ce passage. Elle n'avait pas seulement caché quelque chose, elle l'avait protégé et consulté. Lorsqu'il actionna la serrure, un déclic sec résonna, suivi d'un souffle d'air glacé qui s'échappa de l'ouverture. L'odeur de terre humide et de béton ancien envahit la pièce. Ethan tira doucement sur la plaque, et le panneau pivota vers l'intérieur en révélant un étroit passage. Une échelle métallique descendait dans l'obscurité. Il braqua sa lampe vers le bas, mais le faisceau semblait se perdre avant d'atteindre le sol. Le simple fait que ce passage s'enfonce si profondément sous la maison lui donna le vertige. Ce n'était pas un simple vide sanitaire. C'était quelque chose de conçu, de réfléchi. Il posa le pied sur le premier barreau. Le métal plia légèrement sous son poids et produisit un écho sourd qui se propagea dans les profondeurs. À chaque pas, l'air se faisait plus froid, plus lourd, comme si le temps s'était accumulé là-dessous en couches invisibles. Les murs, faits de béton brut, portaient des traces sombres, des marques laissées par l'humidité et les années. Il descendit lentement, s'efforçant de contrôler sa respiration, conscient que chaque mètre l'éloignait un peu plus de la surface et de tout ce qu'il connaissait. Lorsqu'il posa enfin le pied sur le sol, la lampe révéla une pièce basse de plafond, renforcée par des poutres métalliques. Ce qu'il vit le laissa sans voix. Des étagères couraient le long des murs, chargées de cartons soigneusement étiquetés, de dossiers rangés par ordre, d'appareils électroniques anciens mais fonctionnels. Il reconnut des radios, des magnétophones à cassette, des lecteurs de disques, des moniteurs, des caméras. Rien n'était disposé au hasard. Tout avait une place précise. Ce n'était pas un débarras, mais un centre de travail, un refuge organisé pour une tâche de longue haleine. Sur un mur, des cartes de la ville étaient épinglées, couvertes de cercles, de flèches, de dates inscrites à la main. Certaines zones étaient surlignées à plusieurs reprises, comme si l'attention y était revenue encore et encore. Ethan sentit son cœur battre plus vite. Il comprenait peu à peu que sa grand-mère avait mené une vie parallèle, discrète et méthodique, sous le toit même où elle lui préparait des repas et lui rappelait de faire ses devoirs. Puis son regard fut attiré par une surface qu'il n'avait pas encore examinée. Une portion de mur était recouverte de photographies. Il s'approcha et la lampe révéla une multitude de visages. Des enfants, des adolescents, des adultes. Sous chaque photo, des annotations sobres, presque administratives. Disparu, jamais retrouvé. Dossier clos, version douteuse. Il reconnut certains traits, des visages croisés autrefois, sur des affiches placardées sur des poteaux, des avis de recherche que le temps avait fait disparaître. La réalité de ce qu'il découvrait s'imposa avec une brutalité glaçante. Ces personnes n'étaient pas des abstractions. Elles avaient existé et quelqu'un avait pris soin de ne pas les oublier. Puis il la vit. La photographie de ses parents n'était pas celle qu'il connaissait, souriante et lumineuse. Celle-ci avait été prise de loin, sans qu'il s'en rende compte, comme un cliché de surveillance. Autour des notes précises, des références à des documents officiels, des mots soulignés en rouge. Ses jambes fléchirent, et il dut s'appuyer contre l'étagère pour ne pas tomber. Toute sa vie, il avait accepté l'explication de l'accident comme une fatalité absurde. À cet instant, cette version lui apparut trop simple, trop commode. Il se força à continuer, poussé par une nécessité presque douloureuse de comprendre. Sur une table, il trouva plusieurs cahiers à la couverture usée. Il reconnut immédiatement l'écriture de sa grand-mère, ferme et régulière. Les pages étaient datées sur plusieurs décennies. Elle y consignait des observations minutieuses. Des voitures stationnées tard dans la nuit, des plaques d'immatriculation, des noms, des lieux, des rencontres furtives. Il y avait des schémas, des copies de rapports, des coupures de journaux soigneusement collés. Un pan entier des carnets était consacré à ses parents. Plus il lisait, plus l'évidence se faisait claire. Sa grand-mère ne soupçonnait pas. Elle savait. Et si elle n'avait jamais parlé, ce n'était pas par faiblesse, mais parce qu'elle avait compris que le silence était parfois la seule protection possible. Un nom revenait sans cesse dans les dossiers. Victor Hale. Ethan le connaissait comme tout le monde. Un visage familier des journaux télévisés, un homme qui parlait d'ordre et de réforme, avec une assurance tranquille.
Ici, ce nom était entouré de mentions inquiétantes. Réseau, pression, témoins disparus. La juxtaposition de ces deux images, le politicien souriant et la réalité suggérée par les documents, lui donna la nausée. Sa grand-mère avait vécu avec cette connaissance, jour après jour, à quelques mètres de sa chambre d'enfant. Dans un angle de la pièce, une porte métallique attira son attention. Plus épaisse, plus lourde que les autres éléments, elle semblait protéger quelque chose de plus sensible encore. Il tourna lentement la roue qui servait de poignée, et la porte céda en émettant un grincement prolongé. Derrière, une pièce plus petite s'ouvrit, presque clinique dans son organisation. Des armoires métalliques, des tiroirs verrouillés, des avertissements concernant la confidentialité. Sur un bureau, un projecteur faisait face à un écran figé. Il hésita avant d'appuyer sur le bouton. Lorsqu'il le fit, l'appareil se mit en marche avec un bruit sourd, et l'image apparut. Il reconnut aussitôt l'allée de la maison, le portail, le coin de la rue. La date affichée correspondait à la nuit qu'on lui avait toujours décrite comme celle d'un accident. Des silhouettes entrèrent dans le cadre, se déplaçant avec prudence. Elles chargèrent quelque chose dans le coffre d'une voiture. L'une d'elles portait un paquet lourd, enveloppé dans un tissu. Ethan sentit sa gorge se serrer jusqu'à la douleur. Il regarda la scène se dérouler sans pouvoir détourner les yeux, conscient que ce qu'il voyait détruisait irrémédiablement le récit sur lequel il avait bâti sa vie. Lorsqu'il éteignit le projecteur, la pièce sembla encore plus sombre qu'avant. Il resta là, immobile, laissant la vérité s'imposer à lui. Sa grand-mère avait gardé ses preuves cachées derrière un miroir, non pour elle, mais pour lui, pour qu'il puisse grandir sans être une cible. Cette pensée, à la fois terrible et profondément aimante, lui serra le cœur. Il remonta finalement à la surface, referma le panneau et repositionna le miroir tant bien que mal. Ses mains tremblaient. Il avait besoin d'air, mais l'idée de sortir le terrifiait soudain, comme si, à l'extérieur, des regards invisibles attendaient. Il comprit alors que la découverte du refuge n'était pas la fin de quelque chose, mais le début d'un danger bien réel. Et tandis qu'il restait là, dans la chambre silencieuse, Ethan sut que la vérité qu'il venait de mettre au jour ne resterait pas longtemps enfouie, et que la maison, autrefois refuge de son enfance, venait de devenir le point de départ d'une lutte qu'il n'avait jamais choisie. Ethan ne dormit presque pas la nuit qui suivit sa découverte. Allongé sur le canapé du salon, les yeux ouverts dans l'obscurité, il écoutait chaque craquement de la maison comme s'il s'agissait d'un signal. Le moindre bruit lui paraissait chargé de sens. Le souvenir des images projetées sous terre revenait sans cesse, s'imposant à lui avec une netteté cruelle. À chaque fois qu'il fermait les paupières, il revoyait les silhouettes nocturnes, le coffre qui se refermait, la date incrustée dans l'angle de l'écran. Ce qui l'effrayait le plus n'était pas seulement la vérité elle-même, mais la certitude qu'elle n'était pas morte avec le passé. Elle respirait encore, quelque part, attentive. Au matin, lorsqu'il se leva enfin, la maison lui sembla différente. Elle n'avait pas changé, et pourtant il l'apercevait comme un lieu exposé, traversé de regards invisibles. En ouvrant les rideaux, il aperçut une voiture garée de l'autre côté de la rue. Elle ne ressemblait pas à celle des voisins. Les vitres étaient teintées, le moteur tournait doucement, sans impatience. Ethan se figea. Il se força à détourner les yeux, mais il avait la sensation très nette d'être observé. La voiture resta là plusieurs minutes, puis démarra lentement, presque avec indifférence, avant de disparaître au coin de la rue. Ce départ mesuré eut sur lui un effet plus glaçant qu'une fuite précipitée. C'était une promesse silencieuse. Il comprit alors qu'il ne pouvait pas gérer cela seul. Le refuge derrière le miroir n'était plus seulement un secret familial. Il était devenu une cible potentielle. Appeler la police ne lui inspira aucune confiance. Les carnets de sa grand-mère mentionnaient trop de noms, trop de complicité possible. Il lui fallait des alliés d'un autre genre, des personnes habituées à travailler avec la lumière crue de la vérité et ses conséquences. Il passa plusieurs heures à chercher, hésitant à chaque numéro, jusqu'à ce qu'il tombe sur le contact d'une journaliste indépendante, connue pour avoir publié des enquêtes que d'autres n'osèrent pas toucher. Lorsqu'elle décrocha, sa voix était calme, directe. Ethan expliqua brièvement ce qu'il avait trouvé, sans entrer dans les détails les plus sensibles. Il s'attendait à de l'incrédulité, à des questions sceptiques. Il n'eut droit qu'à une série de demandes précises, méthodiques. Elle l'écoutait vraiment. Ils convinrent de se rencontrer le lendemain. En raccrochant,
Ethan ressentit un soulagement fragile, aussitôt accompagné d'une peur nouvelle. En parlant, il avait franchi une autre limite. La nuit suivante fut encore plus agitée que la précédente. Le vent frappait la façade, les murs semblaient murmurer. Il s'endormit par à-coups, se réveillant au moindre bruit. À l'aube, un détail le fit bondir. Le miroir de la chambre de sa grand-mère était couché sur le sol. Le panneau dissimulé derrière était entrouvert. Quelqu'un était venu. Quelqu'un avait descendu l'échelle. Le cœur battant, Ethan attrapa la lampe et se précipita dans le passage. Le refuge paraissait intact à première vue, mais son regard, désormais averti, repéra vite les anomalies. Une armoire était légèrement décalée, un tiroir restait coincé. Dans un dossier marqué du nom de Victor Hale, plusieurs documents manquaient, les plus explicites. La menace n'était plus abstraite. Elle avait pénétré la maison, touché aux preuves, laissé une trace volontairement discrète, mais suffisamment claire pour être comprise. Il referma le passage avec des gestes maladroits, plaça le miroir comme il put, puis ouvrit grand les rideaux, laissant la lumière envahir les pièces. Son téléphone vibra presque aussitôt. Des messages provenant d'un numéro inconnu. Des avertissements d'abord, puis des exigences, enfin des menaces à peine voilées. Il les supprima sans répondre, mais chaque vibration laissait une empreinte froide en lui. À midi, la journaliste arriva. Claire Morgan. Elle ne perdit pas de temps en politesse. Elle observa la rue avant d'entrer, puis la maison, comme si elle enregistrait chaque détail. Ethan la conduisit directement dans la chambre. Il lui montra le miroir, le panneau, l'échelle. Elle filma, photographia, nota. En bas, elle parcourut le refuge avec une attention presque chirurgicale. Lorsqu'elle vit la paroi de photographie, son visage se durcit. Elle examina les carnets, les cartes, les traces de l'intrusion. La disparition ciblée des documents confirma immédiatement ses soupçons. Si quelqu'un avait pris ce risque, c'est que ce qui se trouvait là avait une valeur réelle et dangereuse. Claire passa plusieurs appels rapides. En quelques heures, la maison se transforma. Un avocat, Daniel Pierce, arriva avec une valise remplie de matériel de numérisation. Une militante, Maya Reyes, suivie, accompagnée de 2 assistants. Ils travaillèrent sans relâche, scannant, photographiant, copiant chaque page, chaque cassette, chaque disque. Les preuves furent dupliquées, chiffrées, envoyées vers des serveurs sécurisés. La logique était simple. Plus la vérité serait disséminée, moins elle pourrait être étouffée. Ethan répondit à leurs questions, fouilla sa mémoire à la recherche de détails qu'il avait toujours jugés insignifiants. Les règles étranges de sa grand-mère, ses détours pour éviter certaines rues, les lumières éteintes, brusquement la nuit. Tout prenait un sens nouveau. En fin de journée, les premiers dossiers furent transmis à des rédactions indépendantes et à des organisations de défense des droits. La publication fut coordonnée, simultanée. Lorsque l'information éclata, elle ne se présenta pas comme une rumeur, mais comme une chronologie étayée, un ensemble de faits. Les réactions furent immédiates. Des messages affluèrent, des témoignages surgirent, des familles aux reconnaissances des visages. Le nom de Victor Hale envahit les réseaux. Son équipe publia un démenti rapide, froid, qui parut étrangement creux face à la masse des documents. Le soir même, alors que la maison était redevenue silencieuse, on frappa à la porte. Un coup mesuré, puis un autre. Ethan resta immobile. De l'autre côté, une voix calme, posée, qu'il connaissait trop bien. Victor Hale se présenta, parla de malentendus, de discussions possibles. Ethan ne répondit pas. Il resta là, un objet lourd dans la main, sentant la maison se refermer autour de lui comme autrefois. Après quelques minutes, les pas s'éloignèrent. Le moteur démarra. Ce n'était pas une retraite, c'était un avertissement. Claire n'hésita pas. Ethan devait partir. La maison n'était plus sûre. Cette nuit-là, il quitta le lieu de son enfance sous escorte discrète. En regardant une dernière fois la façade, il sut qu'il venait de franchir un seuil irréversible. Il avait cessé de se cacher derrière un miroir. Désormais, la vérité avançait à découvert, et avec elle, le danger. Le lieu où l'on conduisit Ethan cette nuit-là n'avait rien de spectaculaire. C'était un bâtiment public modeste, ancré dans un quartier ordinaire, éclairé par des néons discrets qui n'attirèrent pas l'attention. Pourtant, en franchissant la porte, il ressentit pour la première fois depuis des jours autre chose que la peur nue. Ici, l'inquiétude était partagée, encadrée, tenue par des gestes précis
et des regards qui savaient ce qu'ils faisaient. Claire Morgan donna des instructions sans élever la voix. Chacun connaissait sa place. On ferma des portes, on vérifia des accès, on posa des téléphones sur des tables, écran tourné vers le bas. La vérité avait besoin de calme pour se défendre. Dans les heures qui suivirent, l'espace se transforma en centre de coordination. Des journalistes entraient et sortaient, des juristes parlaient à voix basse, des bénévoles installaient des ordinateurs et déroulaient des câbles. Ethan observait tout cela avec une distance étrange, comme s'il se tenait à côté de sa propre vie. Il répondait aux questions, revenait sur les détails de son enfance, sur ses habitudes de sa grand-mère qui, à l'époque, lui avaient semblé excentriques. Les détours nocturnes, les rideaux tirés trop tôt, les lumières éteintes à la moindre rumeur dans la rue. Rien n'avait été laissé au hasard. Elle avait vécu dans une vigilance permanente, non pour elle, mais pour préserver un avenir qu'elle ne verrait peut-être jamais. Les jours suivants furent une succession d'annonces et de réactions. Des demandes officielles furent déposées, des commissions internes ouvertes. Certains responsables furent mis à l'écart, d'autres convoqués. La figure de Victor Hale, si lisse quelques semaines plus tôt, se fissurait sous la pression. Chaque document publié appelait une réponse. Chaque réponse soulevait une nouvelle question. En parallèle, les attaques se multipliaient. Des tentatives de discrédit, des rumeurs, des insinuations grossières. Ethan comprit à quelle vitesse une machine pouvait tenter d'écraser ce qu'elle ne contrôlait plus. Malgré tout, il ne se sentit pas seul. La présence constante de ceux qui travaillaient autour de lui formait une barrière invisible. La peur était toujours là, mais elle n'avait plus le dernier mot. Lorsqu'on lui proposa de s'exprimer publiquement, il hésita longtemps. Il n'avait jamais cherché la lumière, encore moins le rôle de symbole. Il se voyait mal face aux caméras, craignant de mal dire, de trop dire, ou de trahir malgré lui ce que sa grand-mère avait protégé si longtemps. Ce fut l'image du mur couvert de photographies qui décida pour lui. Les visages anonymes, les noms réduits à des mentions administratives. Eux n'avaient jamais eu la possibilité de parler. S'ils se taisaient, la maison redeviendrait un tombeau, et le miroir retrouverait son rôle de cachette. Il accepta. La conférence de presse se tint dans une salle simple, sans mise en scène excessive. Ethan s'assit devant les micros, les mains jointes pour empêcher leur tremblement. Il parla sans emphase. Il parla de sa grand-mère, de cette femme ordinaire qui avait consacré sa vie à surveiller l'ombre pour que la lumière puisse, un jour, entrer sans danger. Il parla des disparus, de la peur utilisée comme outil, de la facilité avec laquelle on appelait « accident » ce qui arrangeait trop de monde. Il prononça les noms de ses parents, les arracha à l'oubli officiel. Il ne fit aucune promesse grandiose. Il affirma seulement qu'il ne se cacherait plus. Les jours qui suivirent furent intenses. Le pays entier semblait retenir son souffle. Des témoignages affluaient encore, renforçant ce qui avait été révélé. Les procédures avançaient lentement, comme toujours, mais elles avançaient. Lorsque la situation se stabilisa suffisamment, Claire proposa de retourner à la maison. Pas seule, pas pour y vivre, mais pour clore un chapitre. Ethan revint accompagné. La maison l'accueillit avec le même silence qu'autrefois, mais il n'y sentit plus la menace. On sécurisa l'accès au refuge, on documenta chaque recoin, on transporta une partie des archives vers des lieux sûrs. Le poids n'était plus concentré en un seul point. Dans la chambre de sa grand-mère, Ethan s'arrêta devant le mur où le miroir avait longtemps dissimulé la vérité. Il posa la main sur la surface fraîche, conscient, enfin, du geste qu'elle avait accompli. Ce n'était pas un interdit arbitraire, c'était une barrière dressée par amour. Il remit le miroir à sa place, non pour cacher, mais pour se souvenir. Désormais, il reflétait un homme qui comprenait enfin son enfance et la peur silencieuse qui l'avait entouré. Dans le jardin, sous l'érable fatigué, ils installèrent une petite plaque. Pas de slogan, pas de grandes phrases, quelques mots seulement, pour ceux qu'on avait fait disparaître et pour la femme qui avait refusé d'oublier. Ethan déposa des lys blancs et resta là un long moment. La douleur ne s'effaçait pas, mais elle se transformait. Elle devenait une force calme, une continuité. En quittant la maison, il jeta un dernier regard aux fenêtres. La lumière qui s'y reflétait n'était plus celle d'un secret enfermé, mais celle d'une vérité partagée. Il sut alors que l'héritage de sa grand-mère ne résidait pas dans les murs, ni dans les archives,
mais dans ce courage discret qui avait permis à la vérité de survivre jusqu'au moment où elle pouvait, enfin, être dite. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Encore plus d'histoires choquantes vous attendent, dont les médias ne parlent pas. N'oubliez pas de regarder les prochaines vidéos ainsi que les autres contenus de la chaîne et de partager cette vidéo avec ceux qui aiment les véritables mystères.